Bien, dans cette partie, on va voir comment le sens se construit, comment les enfants font pour associer les étiquettes qu'ils ont identifiées dans le flux auditif, comment ils font pour associer ces petites étiquettes à des mots. Alors tout d'abord, ça passe par une compréhension du fait qu'il y a différents types de mots. Vous avez ce qu'on appelle les mots déictiques, c'est des mots dont la référence est ancrée dans le contexte d'énonciation. Donc ils sont directement visibles et on les nomme parce qu'ils sont là. Ça va souvent avec des gestes co-verbaux, le fait de pointer un objet. Donc ça peut être maman, papa, biberon, dans la mesure où on est en train de parler de maman qui est sous les yeux du bébé, de papa qui est sous les yeux du bébé, du biberon, etc., voire même de bébé lui-même. Dans le vocabulaire adulte, les mots déictiques, c'est les mots comme ici ou demain, qui placent leur point de référence par rapport au contexte d'énonciation, le contexte dans lequel on a dit ces choses-là. Ensuite, vous avez les mots de communication. Donc, c'est des mots qui sont en fait des embrayeurs d'action. Le fait de les prononcer, c'est pas pour faire référence à quelque chose, c'est pour lancer une action. Donc, par exemple, au dodo, puis ensuite on couche le bébé. Ou alors de dire tu veux ça? Oui? Hop, je te le donne. Non? Ok, je te donne pas. Donc, ça entraîne des conséquences. Ensuite, vous avez tout ce qui est onomatopée, donc c'est les bruits d'animaux, de jeux, etc. Là, c'est coin, me, plat, bravo. Et puis, vous avez les mots référentiels qui sont en fait les mots que vous utilisez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les étiquettes en lieu et place d'un objet. L'objet peut être présent comme il peut être absent. Donc là, c'est vraiment la fonction symbolique du mot, c'est sa réelle valeur référentielle. Donc ça peut être encore une fois maman et papa, mais dans la mesure où on parle de papa qui va revenir ce soir, ou de maman qui est partie à tel endroit, ou du biberon qui va bientôt être préparé, etc. Mais c'est aussi l'ensemble du vocabulaire. Alors, les bébés, jusqu'à 9 mois, ils comprennent surtout les 3 premiers types de mots. Les mots référentiels ne sont pas encore présents dans leur acquisition parce qu'il leur manque un certain nombre de compétences pragmatiques. Donc on va en voir quelques-unes juste après. Donc de 0 à 9 mois, ce qu'on a, c'est une dyade de communication. Le bébé, il a à peine conscience du fait que sa maman n'est pas la projection de lui-même. Et donc tout ce que sa maman ou son papa lui dit, ça s'adresse à lui. C'est vraiment la communication, c'est entre le bébé et la personne qui lui parle. Et c'est seulement à partir de 9 mois qu'il va commencer à prendre conscience de l'autre au niveau comportemental, mais aussi de son absence, du fait que l'autre peut partir du coup, puisque l'autre n'est pas moi. Et ça l'amène vers l'émergence de la compréhension du fait que l'autre peut exister en dehors de son champ de vision. Donc ça fait référence à des compétences comme la permanence de l'objet qui se développe un peu plus tôt, mais tout ça engendre le fait que bébé comprend qu'il n'est pas tout seul avec la personne communicative, que cette personne est en plus externe à lui-même, et qu'en plus, on peut parler d'objets qui sont externes à lui-même. Et ça, c'est le début de la triade de la communication. Alors c'est une vraie révolution pour le bébé, parce que tout à coup, en fait, il y a des objets auxquels lui peut faire référence, et l'adulte va comprendre qu'il est en train d'en parler, enfin qu'il aimerait par exemple attraper son biberon. Pour l'adulte, il peut parler d'un objet, le montrer au bébé, et le bébé va comprendre qu'on est en train de lui parler de cet objet. Et donc en fait, tout ça, c'est le début des phénomènes dits d'attention conjointe, c'est-à-dire que ce soit le bébé qui initie la communication ou la tierce personne, on parle à propos d'un troisième objet. C'est pour ça qu'on parle de triade. Donc ça va passer par des pointages, en montrant du doigt ce qu'on veut, soit par le regard, soit par les gestes en fait. Ça va être aussi la compréhension de l'intention communicative. Donc le bébé lui-même va voir que, notamment dans la direction du regard, si la personne en face de lui est en train de lui parler mais ne le regarde pas et regarde vers ailleurs, on commence à voir que le bébé suit des yeux le regard de l'adulte. Et donc en matière de lexique, c'est le début de la compréhension des mots non référentiels. Non, pardon, c'est le début des mots déictiques, excusez-moi. C'est des mots référentiels, justement. Et alors l'acquisition du lexique, en fait, elle va être contrainte par un certain nombre de biais cognitifs. Et ces biais, en fait, sont des aides finalement pour l'enfant. C'est des stratégies d'apprentissage du lexique qui lui permettent d'être efficaces. Parce qu'imaginez dans un contexte normal où, par exemple, le bébé est dans sa chambre, il est entouré d'une multitude d'objets. Le fait d'entendre des références à ces objets pour trouver
lequel correspond à l'étiquette entendue, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de choses potentielles qui peuvent être désignées par une même étiquette. Pensez notamment à tout ce qui va être les verbes, ou si on dit oh, regarde le lapin qui court, l'enfant doit comprendre que lapin, ça fait référence à l'animal qui est en train de courir, et non pas à l'herbe en dessous de ses pieds, et non pas juste à la tête du lapin, et non pas juste à ses oreilles, par exemple, etc. Et tout ça, ça va être facilité donc par des biais d'acquisition, notamment ce qu'on appelle la contrainte de l'objet entier. Par défaut, les enfants pensent qu'un nouveau mot se réfère à l'objet dans son entier. Donc ça veut dire que s'il entend biberon, il ne va pas chercher à décomposer l'objet en sous-parties potentiellement répondant au nom de biberon. Il va l'associer à l'objet entier. Dans ce cas-là, il a raison. Mais dans le cas où on parlerait de la tétine du biberon, ça lui prendra plusieurs étapes de comprendre qu'en fait, la tétine du biberon fait référence à une partie du biberon. Un autre principe, c'est le principe de la contrainte d'exclusion mutuelle. Donc ça, c'est un principe qui est que les enfants ont pour stratégie d'associer un mot à un objet. Et donc s'ils entendent un nouveau mot, ça doit se référer à l'objet qu'ils ne connaissent pas. Donc, s'ils entendent attention au verre, comme ils connaissent déjà le mot biberon, ils vont identifier que dans ce contexte, l'élément pertinent, encore une fois grâce à l'attention conjointe aussi, l'élément pertinent, c'est ce nouvel objet. Et donc c'est sûrement à ça qu'on doit associer l'étiquette verre. Et donc ça va être une stratégie aussi, on va y revenir juste après, mais c'est aussi une stratégie qui permet d'éviter d'apprendre plein de synonymes pour un seul objet. Et enfin, la contrainte de taxonomie, c'est le fait que les enfants, dans un certain contexte, vont penser que les mots se réfèrent à des objets de même catégorie. Donc si on a parlé du biberon juste avant, et qu'ensuite il entend le mot verre, il va penser que ça se réfère plutôt à un objet comme le biberon, un contenant, plutôt qu'un objet qui serait sur le même thème que le biberon, comme par exemple le lait à l'intérieur du biberon. Et donc ça lui permet de réduire le champ des candidats pour associer cette nouvelle étiquette à un objet. Alors comment est-ce qu'on sait ça ? Il y a des études qui ont été menées, notamment par Markman et Hutchinson, qui ont testé des enfants entre 2 et 3 ans, mais aussi entre 4 et 5 ans. Et donc, par exemple, ils leur ont montré ils ont fait un protocole expérimental comme celui-là. On leur montre une image, on lui dit « tu vois ça ?» Et c'est volontairement utilisé, on utilise volontairement ça. Trouve-en un autre. Et donc là, on met 2 compétiteurs, un dont le lien est thématique, donc vous avez vu une vache. Si on pense que les enfants organisent le lexique par lien thématique, qui devrait, quand on lui dit trouve-en un autre, peut-être trouve quelque chose du même champ lexical, trouve quelque chose d'autre qui se réfère à la ferme, au lait, etc. Et donc on pourrait partir sur le lait. Ou alors, si les enfants organisent le lexique en termes de lien catégoriel, donc un autre animal, dans ce cas-là, trouve-en un autre va se manifester par le cochon. Et il semble que les enfants préfèrent le lien catégoriel, ont tendance à plutôt choisir donc du coup les objets de la même catégorie. Alors, pour revenir sur la contrainte d'exclusion mutuelle, je voulais vous en parler un peu plus précisément parce que c'est très intéressant dans le cadre des enfants bilingues. Les enfants bilingues, ils entendent des mots, alors on va parler de bilinguisme par exemple, où un parent parle le français et un parent parle l'anglais. Ils vont entendre tout un tas de mots de vocabulaire dans l'une et dans l'autre langue. Et en fait, cette contrainte d'exclusion mutuelle, ça se traduit chez les enfants bilingues par ce qu'on appelle le principe de contraste, à savoir le fait que s'il a appris un mot dans une langue, en général, il ne va pas l'apprendre dans l'autre langue. Et c'est ce qui crée la principale différence dans l'acquisition bilingue par rapport à l'acquisition monolingue, c'est que souvent, on va comparer les tailles de lexique dans une langue donnée. Donc par exemple, des enfants monolingues français par rapport à des enfants bilingues franco-anglais. Et on va trouver que en fait, les enfants monolingues français connaissent plus de mots que les enfants bilingues dans cette langue-là. En réalité, si on prend l'ensemble des mots connus par le bébé, que ce soit dans sa première langue et dans sa seconde langue, on se rend compte que leur taille de vocabulaire est comparable, sinon supérieure.
Mais ce qui se passe, c'est que les enfants vont privilégier le fait d'apprendre une étiquette par mot. S'ils ont d'abord appris cette étiquette, par exemple, s'ils ont d'abord appris chat pour un chat, ils vont pas forcément apprendre cat à ce moment-là. Ça va surgir plutôt vers les 18 mois où on va commencer à avoir des synonymes. Donc en fait, c'est ce qui s'appelle les équivalents de traduction. Et voilà.